Ok, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre ce dimanche soir. Donc comme Rogy a essayé de le dire, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux sujets principaux. Le premier, c'est donc les ordinals et les inscriptions, donc dont on a déjà parlé, je crois, la semaine dernière, même si moi j'étais pas là. Euh, et donc on va revenir un peu là-dessus, voir comment ça a évolué, parce qu'il y a eu un peu de discussion dans la communauté Bitcoin. Il y a des gens qui aimeraient bien censurer ce genre de choses parce qu'ils pensent que ça devrait pas être sur leur nœud. On va discuter de tout ça. Et puis après, on a un deuxième sujet privacy, où on discutera notamment d'une nouvelle, d'un nouvel outil qui a été proposé qui permet de faire des page joins. Donc page join, on avait déjà parlé, on l'avait évoqué il y a quelques mois. Je pense que c'était en décembre 2022 pour parler d'un autre outil qui permettait d'ouvrir des channels en faisant des page joins. Et là, en fait, c'est les mêmes gens qui reviennent avec un nouvel outil qui permet de faire des page joins sans avoir besoin d'un serveur, parce que actuellement, c'est l'une des limitations avec les page joins. Et on verra pourquoi est-ce qu'actuellement on a besoin d'un serveur et comment cette nouvelle proposition permet de s'en passer. Et enfin, s'il nous reste du temps, on ira vers des sujets libres où l'idée c'est de prendre un peu ce qui vous tient à cœur en ce moment, tant que ça reste bien entendu centré autour de Bitcoin, parce que voilà, ça reste l'entonnoir du Bitcoin. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose parmi mes co-hôtes, et sinon on peut commencer le premier sujet. Est-ce que maintenant c'est mieux ou pas? Ce sera ma première question. Et si c'est mieux, j'ai deux, trois trucs à dire. Ouais, là c'est bien là. Bon, mais merci beaucoup. Super Fanny d'avoir pris le relais, j'avais un problème de connexion. Non, on hésitait avec plein d'autres news que je vais vous dire rapidement, mais vous devriez essayer Kit de All Punch qui est sorti aujourd'hui sur les App Stores. C'est vraiment cool en termes de privacy. Et l'autre news, c'était Damus qui est sorti également pour tous ceux qui l'ont fait. Et je voulais faire un truc que je fais jamais parce que c'est un peu touchy. Mais comme vous le savez, Découvre Bitcoin, ça fait 2 ans et demi que tout notre contenu est gratuit et en licence libre, CCBYSA. Donc, pour toutes les personnes qui repartagent notre contenu, nous, il n'y a aucun souci. Mais s'il vous plaît, respectez les copyrights parce qu'on donne beaucoup de notre temps et de notre énergie. Voilà, Je veux dire, c'est là pour une raison. Donc, il n'y a pas de mal que vous preniez notre contenu. Mais si vous le faites, voilà, je m'en fous que vous soyez un média. Si vous pensez que vous êtes concurrent à nous, soyez concurrent à nous. Non, on s'en fout. Mais juste par rapport à tous les auteurs et les contributeurs qui créent le contenu, on touche pas d'argent en le faisant. Donc, voilà, juste. Vous pouvez juste nous citer et si vous voulez aussi nous lier aux formations que vous utilisez ou aux podcasts que vous exploitez, c'est très cool aussi par rapport au référencement. Mais voilà, c'est pas un coup de gueule, mais juste voilà, c'est cool. Donc merci à tous les contributeurs, merci à tous les Patreons, merci à tous les gens qui font vivre le podcast, tout simplement. Fanis, je te laisse prendre le relais. Je sais pas si je bug ou pas, donc let's go. Non, non, c'est nickel. Et juste pour remettre une couche, la licence CC by SA, elle est géniale et elle permet à plein de gens de reprendre le contenu, mais je veux dire, il y a quand même pas 30 000 conditions. Je crois qu'il y en a deux. Et l'une des deux, c'est de citer les sources, quoi. Donc, bon, c'est la moindre des choses, je trouve. Et effectivement, je pense que tu as raison d'insister là-dessus. Yes, bon, vous êtes prêts pour un débat? Parce que moi, je suis team Luc Dash, hein. Je vais mettre un patch sur mon nœud. Alors, je pense que comme on en a parlé lors du Space Cake et du dernier entonnoir, peut-être faire un tout petit récap, mais sinon regarder les anciens épisodes. Mais donc, le débat aujourd'hui du premier sujet, ça va être peut-on, doit-on foutre des NFT? Bah, peut-on, oui. Doit-on pour autant foutre des NFT ou Pong ou alors des musiques de même sur Bitcoin? Pour donner un peu de contexte, Bitcoin.fr ont fait un super vote récemment auprès de la communauté francophone Bitcoiner. Et dites-vous que sur 200 personnes qui ont répondu à cette question, donc doit-on mettre des informations sur la blockchain de base, on va dire, arbitraire, il y a quand même 34% qui ont voté c'est un bug à fixe. Il y a 34% qui ont dit les gens payent et il y a 34%, en gros 33% qui ont dit non, laissez-les faire, c'est cool. Donc, grosso modo, personne n'est d'accord. Il y a des gens qui veulent laisser, il y a des gens qui disent que c'est une externalité positive, et il y a des gens qui veulent résoudre le problème. Suite à ça, il y a donc eu des propositions de patch qui ont été proposées en l'occurrence donc, par Luc Dash et qui a été suivi par un certain nombre de personnes, par exemple Francis de Bull Bitcoin. Et ce patch, si j'ai bien compris, consiste à filtrer les transactions que vous allez avoir dans la même pool, vu que c'est votre nœud, vos règles, donc c'est les transactions que vous décidez de recevoir et les transactions que vous décidez de broadcaster. Donc, vous faites un patch qui permet
je vais dire le mot censurer certaines transactions parce que vous n'aimez pas ce qui est écrit dedans, même si du coup c'est des transactions valides, de ce que j'ai compris, où les gens ont décidé juste de payer plus cher pour être inscrits. Donc ça c'est le débat. De ce que j'ai compris également, et peut-être après les experts tech, je vous donne la parole, hein, pour que ce patch marche, déjà il faut qu'une très très grande majorité des gens l'appliquent. Donc est-ce qu'il est vraiment efficace? Et après, est-ce que c'est pas directement inscrire de la censure dans Bitcoin ou pas? C'est une autre question qu'on peut avoir dans ce débat. Voilà, je vais pas faire un excellent résumé, mais Lounès, je te laisse donner ton avis, ou Fanny, ou Panta, et n'importe qui peut venir parler. J'ai vu qu'il y a Kevin en intervenant, je serais très curieux d'avoir ton avis, Kevin. Doit-on commencer à censurer toutes les transactions Bitcoin et faire tourner des softwares spécifiques sur nos nœuds pour interdire certaines choses? Oui ou non? Ou Lounès, laisse-moi pas comme ça, Lounès. Non. Enfin, personnellement, je ferais pas tourner ce genre de patch. Après, pourquoi? Parce que je pense que ça rentre dans les règles du consensus. On n'a pas forcément à décider qu'est-ce qui peut passer ou pas, quoi. Et enfin, je trouve ça assez marrant que tous ces développeurs, bitcoiners maximalistes, etc., passent leur temps à parler de Bitcoin qui est non censurable, tout ce genre de choses. Et par contre, dès qu'il y a un truc qui arrive qui leur plaît pas, typiquement les descriptions, et ben, ils veulent appliquer des patchs et puis, pour retirer ce genre de transactions de leur nœud, quoi. Donc en fait, c'est quand ça les arrange, quand c'est des petites transactions financières normales, allez hop, ça passe. Et par contre, dès que ça dévie un petit peu de ce que eux ils veulent, et ben, tout de suite, c'est du spam, il faut patcher, c'est pas possible de faire ça sur la chaîne, quoi. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose, enfin, c'est un peu hypocrite, quoi. Et donc, ouais, personnellement, je ferais pas tourner tout ce genre de patch, et je suis contre, toutes ces propositions de rollback, Taproot, qui est pas une solution, qui est de rollback Segwit, qui est un peu plus une solution, mais mais bon. Mais bon, voilà, quoi. Et peut-être pour le viewer, est-ce que ce patch peut même être efficace? Genre, si tout le monde le prend demain, enfin, genre, si 50% des gens le font, il se passe quoi? Bah, en Est-ce qu'il est fait, même bah, il est réaliste? même pas efficace, parce qu'en fait, c'est juste de rendre non standard, une transaction qui a un enfin, op-true, if. Donc en fait, c'est juste que quand on ne voit passer la transaction, il la refuse, et du coup, il la rebroadcast pas à ses pairs. Mais par contre, si les transactions arrivent aux mineurs, bah, ça peut quand même passer. Et donc, s'il y a pas une grande majorité du réseau qui fait tourner ce patch-là, en fait, donc en fait, les gens qui font ça, et c'est juste pour dire, je veux pas conserver ça sur mon nœud, et puis c'est tout. Et ce qui est d'ailleurs, après ce patch-là, faut confier pour toi, faudrait que tu me dises, juste ça bloque le relais des transactions, ou alors aussi ça supprime le witness, quand le bloc est déjà miné? Je crois. Ferait pas quelque chose qui rendrait invalide ou qui supprimerait du witness, parce que je pense que ça rend difficile, ça alourdirait les communications entre pairs sinon, je pense. Donc je le vois mal faire ça, alors que Luc est le premier à te dire que le pruning, ça alourdit les communications entre pairs. Je le vois mal faire un truc qui rendrait les choses encore plus difficiles, sous prétexte qu'il veut résister Ouais, contre le spam, ouais, tu vois. surtout qu'il est aussi du genre à dire que ça sert à rien de faire tourner des anciennes versions, parce qu'en fait ton full node est plus du tout un full node, il plus toutes les transactions, Oui, il fait du ouais, assume valide sur le SegWit. Si tu fais tourner un pré-SegWit, t'es en assume valide sur toutes les transactions SegWit. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, il répète souvent ça, qu'en fait, faire tourner un nœud pré-Segwit, c'est débile, parce que du coup, tu valides rien, en fait. T'es plus un full node, t'es juste un nœud pruné, qui valide rien. Et du coup, pour faire l'avocat du diable et aller de leur côté, à quel point ils ont peur que, par exemple, demain, il y ait plein de data sur Bitcoin qui leur plaisent pas parce que c'est des trucs criminels, etc. Et du coup, ils se disent, bah, j'ai pas envie que on dise que j'ai rehost ces contenus. Donc, comme potentiellement le gouvernement a mon adresse, bah, ils savent que j'ai un nœud chez moi, donc ils peuvent directement me venir. Et c'est plus simplement des transactions financières, c'est des transactions financières plus, et vous imaginez n'importe quel autre type Ouais, mais à un d'activité moment, illégale. si on a peur du gouvernement, on n'utilise pas Bitcoin, quoi. Enfin, je sais pas, Mais tu Bitcoin, comprends c'est pour Bitcoin, c'est pour Bitcoin, c'est quand même de la liberté. Donc, si à partir du moment qu'il y a un truc qui te plaît pas, tu prives leur liberté aux autres d'utiliser un truc, ou que tu as peur que le gouvernement vienne te chercher, bah écoute, tu restes à utiliser du fiat, quoi. Après, je pense que c'est clairement pas le cœur de leur argumentation, le côté hosté du contenu criminel. Le cœur de l'argumentation, c'est de dire que en fait la manière qu'a Ordinal de faire les choses fait que ça te force à conserver la donnée en question si tu veux pouvoir continuer de relayer à tes pairs normalement. Et c'est le fait de te forcer
à stocker de la donnée qui est peut-être le problème qui les intéresse, enfin, le truc qu'ils voudraient éviter de faire. En soi, le fait que la donnée soit criminelle ou pas, enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un argument parce que bon, Ouais, je suis assez à d'accord. à ce compte-là, il y a des transactions criminelles sur la chaîne. Oh mon Dieu, c'est terrible. Voilà, enfin, je veux dire, le gouvernement a rien fait jusque-là, alors qu'on sait qu'il y a des transactions criminelles sur la chaîne, et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis 2013. Et on sait aussi qu'il y a des malwares qui ont utilisé Bitcoin pour s'activer automatiquement à distance. Donc, pareil, est-ce qu'on va criminaliser ceux qui font tourner des nœuds pour ça? En fait, à mon avis, c'est pas ça le cœur de l'argumentation. C'est le problème, ce n'est pas le fait qu'il puisse y avoir des messages qui effectivement seraient considérés comme, je sais pas, illégaux d'une manière ou immorales d'une manière ou d'une autre. Je pense que le cœur du problème pour eux, c'est de qu'on te force à conserver de la donnée. Parce qu'en fait, une chose qui avait été discutée un petit peu cette semaine, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient pas très bien compris comment Ordinal fonctionnait. Il y en a qui supposaient, par exemple, on pouvait modifier en fait le witness avant qu'il arrive au mineur, et donc notamment retirer la partie qui concerne la conservation de données. Donc, c'est-à-dire que certains s'imaginaient qu'on pouvait que le witness, en arrivant au mineur, le mineur il dise non, moi je suis pas d'accord avec ça, donc je vais miner la transaction, mais je vais enlever du witness. Comme le witness n'est pas, enfin, il rentre pas dans l'identifiant de transaction, le mineur pourrait enlever le witness de la transaction. Ça modifierait l'identifiant parce que les transactions depuis Segwit ont deux identifiants, et le deuxième identifiant qui tient compte du witness, lui, serait modifié. Et du coup, ça forcerait les personnes à conserver une version avec un witness différent de cette transaction. Et en fait, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est pas vrai en ce qui concerne Ordinal, parce que les données d'Ordinal sont inscrites dans une partie du witness qui est en fait indirectement contrainte par l'adresse qui est dépensée lorsque l'inscription ordinale est créée. Et donc en fait, elles ne sont pas modifiables. Et donc c'est peut-être ça qui est un peu plus critiquable, c'est le fait que, eh bien, en fait, au moment en fait, l'inscription, elle n'apparaît dans la chaîne que lorsque une certaine adresse est dépensée. Or, cette adresse, elle ne peut être dépensée que si on remet bien toutes les données d'Ordinal et qu'on les révèle. Et donc, ça force les choses. Et c'est là-dessus que certains trouveraient à critiquer en disant, mais en fait, on me force à conserver toutes ces données-là, alors que mon but, c'était pas de conserver les données des autres. Voilà. Potentiellement parce que oui, il ne veut pas en assumer la responsabilité légale au cas où il y a des données qui sont douteuses, mais surtout parce qu'ils veulent pas dépenser du stockage pour conserver des blocs qui servent pas, enfin, qui pour eux, de leur point de vue, ne servent pas à grand chose et qui réduit l'accès au full node pour les plebs, quoi. Après, Ouais, l'argument ils est pas appellent ça. forcément recevable, hein. Je dis juste que c'est, je pense, la thèse au cœur de ceux qui s'opposent à Ordinal, c'est de dire ça fait de la donnée en plus à conserver, ça rend plus difficile de faire tourner un nœud. Pour moi, l'implication est pas si évidente que ça, mais voilà, je pense que c'est principalement ça qui veulent combattre. Ouais, c'est pour ça qu'il parle de filtrer le spam, quoi. Snitchy, après Lambda et après Fanny. Bonsoir tout le monde. C'était par rapport à comment dire la censure à la limite. Ouais, bon, vous en aviez parlé. Il y a déjà des comment dire des données entre guillemets qui devraient être censées être censurées par les gouvernements, etc. Donc ça a aucun sens de vouloir censurer comment dire les images, etc. Et aussi il y a un truc que je comprends pas trop, c'est qu'en fait on a l'impression que entre guillemets spammer c'est possible depuis pas longtemps entre guillemets. Alors que, enfin, Bitcoin a sa taille de bloc limite et tu peux faire une transaction qui fait, je sais pas, 3 mégabytes. Et à ce moment-là, c'est tout aussi pareil que faire un NFT. À part que le NFT va coûter moins cher, tu as peut-être une intensive à le faire, etc. Mais voilà, le but au final, c'est la même chose, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment du spam? Comme vous l'aviez dit, faut, comment dire, du moment que la personne, elle paye sa transaction, etc., que la transaction, elle est valide, bah, elle doit être, comment dire, intégrée dans le réseau. Donc, ouais, je sais pas trop quoi dire là-dessus, quoi. Bah, en fait, avant, tu pouvais pas faire des transactions si grosses parce que tu avais une limite de 10 kilos sur le witness. Ou tu pouvais pas faire des énormes transactions qui montaient jusqu'à 4 mégas. Oui, mais tu peux spam. Là, par exemple, il y avait le truc avec, comment dire, Moon, c'est avec les submarine swap. Tu peux faire avec plusieurs UTXO différents et voilà, faire un gros spam. Et au final, ça revient exactement à la même chose. Il y a juste un discount à la limite. Pourquoi pas enlever le discount comme ça, tout le monde est au même niveau. Parce que de ce que j'ai compris, à la base, le discount, c'était surtout fait pour
justement Lightning, etc. pour avoir de l'off-chain. Mais au pire, voilà, qu'on enlève, enfin, je sais pas, mais je dis ça parce que j'avais entendu ça, mais qu'au pire, le discount est enlevé, que c'est que, enfin, une transaction comme une autre, entre guillemets, elle paye les mêmes frais, et puis voilà. Et leur thèse principale, c'est surtout que Bitcoin devrait être utilisé uniquement pour les transactions financières et que le reste, c'est du spam. Donc en fait, eux, ce qu'ils aiment pas, c'est de storer des JPEG, quoi, ou des vidéos, ou du HTML, ou ce genre de choses. Ouais, bah après, c'est pareil, les JPEG en soi, enfin, nous, on considère que ça n'a pas de valeur, il y en a qui vont considérer que ça a de la valeur, donc même une transaction, entre guillemets, où nous, on va pas voir de valeur, il pourrait justement y avoir une transaction financière, suffirait que, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut le vendre un Bitcoin, par exemple, il utilise un NFT pour vendre son Bitcoin, il y a tout le monde qui se dit, ouais, ça sert à rien, c'est un NFT vide, bah, enfin, ça n'empêche qu'entre deux personnes, il y a eu une transaction financière qui a été faite, quoi. Ouais, Kevin, tu voulais répondre là-dessus? Yes. Donc ouais, il y a tout le côté transaction, mais enfin juste pour reformuler un petit peu le problème, le design de Bitcoin, en fait, on a besoin de garder l'historique de toutes les transactions qui sont faites, tout simplement parce que la création monétaire dans Bitcoin, ça se fait dans des blocs. Il faut juste donc être capable de savoir où vont les Bitcoins et connaître toute leur historique. Donc si vous recevez un paiement, pour savoir si ce paiement est valide, il faut avoir vérifié toute la chaîne en partant de zéro. Et bon, c'est le design de Bitcoin. Donc, tu es un peu obligé de stocker les transactions financières. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas dire les transactions de mon voisin quand il va acheter le pain, c'est du spam parce que j'en ai rien à foutre des transactions, des petites transactions, par exemple. Parce que tu sais jamais où vont aller ces Satoshi dans le futur. Peut-être qu'ils vont arriver dans ton wallet après beaucoup d'échanges, etc. Et donc, bien sûr, le problème avec les JPEG, c'est que vraiment, si tu n'en as rien à foutre, il n'y a pas vraiment de justification sur pourquoi tu devrais le stocker. Puisque si vraiment tu t'en fiches, tu sais très bien que tu vas jamais recevoir le JPEG. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Alors que le côté, les bitcoins en eux-mêmes, tu sais pas où ils vont, ils sont fongibles. Donc, tu es obligé de stocker tout l'historique. Voilà, je pense que c'était le point que je voulais dire. Après, le côté transaction financière, c'est encore un peu différent parce que typiquement, tu peux avoir des transactions sur Bitcoin qui sont pas des échanges monétaires en soi et qui prennent énormément d'espace. Donc typiquement les CoinJoin, tu prends des CoinJoin comme Wasabi, c'est des transactions extrêmement lourdes et le seul truc qu'ils font, c'est juste mixer des outils EXO. Donc en gros, il n'y a pas d'échange monétaire dans des CoinJoin. Ça prend énormément de place. Techniquement, c'est un peu du spam aussi, tu vois. Mais on a besoin de les garder parce que sinon, on casserait la chaîne. Ouais, ok. Je sais pas après si tu veux que je parle de ce qu'on avait vu sur le discount, sur comment il avait été choisi et la valeur, ou je sais pas si c'est pertinent parce que on a vu beaucoup de remarques sur le fait que le discount, la réduction de frais, c'était un petit peu injuste quelque part. Enfin, il y a eu des réflexions de ce type-là. Il faut voir aussi que cette réduction de prix entre guillemets de frais, elle vient du fait qu'on a ajouté de l'espace, on a une extension de bloc qui est dans le witness, donc qui correspond à ce témoin de transaction. Et en fait, la réduction a été choisie de façon à la fois permettre la consolidation, inciter à la consolidation pour réduire la taille de l'outil Exo7, qui est ultimement ce qui n'est pas compressible. Une fois qu'on a validé la chaîne, l'outil Exo7, c'est la donnée qui est incompressible. C'est un node Bitcoin, il doit conserver au minimum cette donnée-là pour le moment. Il y aura peut-être des évolutions dans le futur, mais pour l'instant, il doit conserver l'outil Exo7 au minimum pour pouvoir continuer de valider les transactions. Et donc, le discount avait été choisi pour réduire ça, donc pour inciter à la consolidation. Et la valeur a été fixée de manière à ce que tout l'espace de bloc qui soit ajouté par le witness puisse avoir une utilité pour inciter à la consolidation. C'est-à-dire que si le discount, c'était pas diviser le prix par 4, mais diviser le prix par 8, par exemple, eh bien là, il y aurait une partie de ces 8 mégabytes qui aurait pu être utilisée uniquement pour conserver de la data et pas pour permettre la consolidation. Donc en fait, le discount, il est beaucoup critiqué aujourd'hui parce qu'effectivement, Ordinal arrive à l'utiliser pour réduire les frais, entre guillemets, pour conserver des données dans le witness. Mais il faut aussi savoir que c'était un petit peu attendu que ça se produise, mais que cette réduction de frais, les paramètres de cette réduction de frais ont été choisis comme une sorte d'optimum entre les effets de consolidation dans l'outil Exo7 et éviter l'abus de l'espace de bloc qui est mis à disposition
grâce à ce witness. Donc c'est un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire que quand on regarde les choses, on a deux façons de voir ce qui se passe actuellement sur Ordinal. C'est soit on dit qu'effectivement Ordinal c'est injuste parce qu'il profite de la réduction de frais de manière un petit peu détournée et que ça devrait pas être possible. Ou alors, au contraire, on voit les choses de manière positive en disant, bah, en fait, c'est de l'espace de bloc qui a toujours été disponible, qui a toujours été là, qu'on n'a jamais pu utiliser totalement et que là, on peut, entre guillemets, valoriser. Bon, voilà, maintenant, je dis pas qu'une vision est meilleure que l'autre, je dis juste que c'est deux façons de voir la chose, potentiellement. Lambda, vas-y, tu levais la main. Merci tout le monde qui parle avant, évidemment. Bonsoir, merci. Bah écoutez, moi je suis convaincu apparemment, donc il y a eu une annonce déjà sur le sujet la semaine passée. Mais je voulais simplement pour rebondir sur ce que disait Panta, cet espace qui était libre et qui est actuellement utilisé, rien ne dit que par la suite, au cours d'autres matchs, ça pourrait être utilisé à des fins plus utiles que des JPEG ou Doom sur Bitcoin, quoi. Euh, Ensuite, au niveau du data leak, vous en avez parlé, mais bon, peu à peu, on ne sait pas ce que peut nous réserver la NSA ou la Corée du Nord ou quoi que ce soit. Il n'est pas dit qu'on puisse mettre du JPEG, du code à travers des JPEG malicieux, etc. Et ça me semble vraiment, vraiment problématique, quoi. Et après, oui, au niveau du spam et des frais, alors je ne sais pas si l'information est exacte, mais j'ai vu passer plusieurs trucs avec des transactions à 0 sat, quoi. Donc là, ça serait vraiment du pur spamming. Et puis, alors, simplement après, au niveau de la philosophie, ouais, bah, quand même, BTC, ça a toujours été créé comme un système monétaire et avant tout à des fins monétaires et uniquement là-dessus. Donc, est-ce que c'est pas faire le jeu de ce qu'on appelle les cryptos pour les différencier du Bitcoin que d'introduire des features qui viennent de systèmes exogènes, quoi. De même, ça peut ramener des communautés plus dégènes ou tout ce qu'il y a sur ETH, enfin voilà. Et puis, c'est rajouter de la spéculation sur de la spéculation, parce qu'après, voilà, NFT, machin, gaming, ça va attirer des spéculateurs. Donc, on va retomber sur un second niveau de spéculation sur une valeur première monétaire. Et je sais pas si physiquement, c'est designé pour le Bitcoin. Et enfin, évidemment, tout ce qui est contenu immoraux, problématiques juridiques, très clairement, si on se retrouve avec du JPEG de pédopornographie sur la blockchain, alors là, c'est pas que ça servirait au terreau ou à d'autres utilisations, la monnaie pour faire des transactions, mais ça serait directement incrusté, encodé dans la blockchain. Et ça serait atroce. Et ça légitimerait totalement des attaques de gouvernement vis-à-vis de Bitcoin. Donc, fondamentalement, de mon avis personnel, et bien moins investi que Bondre sur ce sujet, je vois vraiment pas utilité d'un truc pareil, quoi. C'était simplement mes 2 cents. Ouais, juste pour donner une précision avant de donner la parole à Kevin, les transactions à 0 sat de frais, c'est pas possible en passant par les nœuds, c'était directement un mineur. Parce que les nœuds, en fait, D'accord, ils ont une policy de relais de fee où en fait, tu peux pas ils relaient pas les transactions qui payent moins de 1 sat par V-byte. Donc en d'accord, parce que fait, il y a une ou 2 transactions, enfin une ou 2 inscriptions qui sont passées à 0 sat, mais en fait, c'était le mineur qui l'a inclus directement, et dans ce cas-là, c'était le bloc de Luxor à 4 mégas qui a inclus le gros Taproot Wizard gratuitement. Et, euh, d'accord. et voilà. Kevin? Ouais, quand tu dis gratuitement, il y a rien de gratuit. Donc, c'est pas parce qu'on voit pas les frais de Oui, transaction oui. sur la chaîne qu'il n'y a pas eu de frais derrière. Les mineurs, ils sont pas cons. S'ils peuvent avoir plus d'argent en minant des transactions qui sont relayées sur le réseau, ils vont le faire. Ils ont aucune raison de mettre un NFT qui va les payer moins que de mettre des transactions Bitcoin qui paieraient plus. C'est juste que bah, les gens qui veulent le faire ont des moyens de contacter les mineurs directement, vont leur donner 1000 balles ou 2000 balles ou 3000 balles en transfert autrement, même pas nécessairement en Bitcoin, tu vois, ça peut être un contrat fait à part, juste pour intégrer leurs transactions. Donc ça a toujours été valide. Il y a des tas de business models d'ailleurs qui sont faits autour de ça, notamment certaines entreprises qui ont vraiment besoin de pouvoir pousser leurs transactions sur les blocs suivants. Donc, ils peuvent très bien signer des contrats à l'avance avec des mineurs où ils vont payer, je sais pas moi, tous les mois, ils vont payer une certaine somme aux mineurs et en échange, ils vont avoir un certain nombre de transactions qui vont être garanties d'être minées, même si les frais de transaction sont extrêmement élevés. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui existent sur Bitcoin et c'est tout à fait normal que ça existe. Après, oui, ça fout le bordel puisqu'on ne peut pas faire de fee estimation, on peut pas deviner combien on devrait payer en frais quand il y a ce genre de transactions qui se passent et qui ne sont pas visibles, puisqu'on ne sait pas combien ces mineurs sont payés
en dehors des transactions fees sur Bitcoin directement. Et donc, toi, en tant qu'utilisateur, tu sais pas vraiment combien tu es censé payer pour être sûr que ta transaction va passer rapidement. Puisque si tout le monde paye en dehors du réseau, tu n'as aucune visibilité sur combien sont les vrais frais de transaction. Pas ceux qui sont affichés dans les Explorers, mais ceux que les mineurs touchent vraiment. Nickel. Moi, j'ai une question pour follow-up avec ce que Lambda vous disiez. C'est est-ce que un mineur, parce que du coup, tu parlais de légal en mode, est-ce que toi, sur ton nœud, tu veux avoir ça et peut-être que toi, en tant que Lambda, t'as pas envie de l'avoir, mais que d'autres personnes l'auront. À quel point est-ce que les mineurs peuvent censurer la mise en place de JPEG? Est-ce que c'est comme pour une transaction Bitcoin qui serait non valide et du coup, ils respectent la loi de leur juridiction? Est-ce qu'ils pourraient assez vite analyser tous les JPEG qui vont être mis dans les blocs à chaque transaction? Alors, à quel point je comprends que le spam filter, pour nous, c'est facile. À quel point pour le mineur, c'est facile non, ou d'être forcé à censurer ce type de contenu. Je sais pas si on en a déjà parlé de Pareil, ça. c'est aussi facile. C'est aussi facile en théorie. Enfin, ça dépend. Sur un mineur qui vérifie les transactions, qui vérifie la validité des transactions qu'il mine, ça va aussi vite, quoi. Après, effectivement, il y avait des mineurs, je sais pas si on a encore, je pense qu'on a moins, qui vérifiaient pas pour gagner un pouillème de secondes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart valident les transactions et donc ça serait facile techniquement, s'il y a un gouvernement ou je sais pas qui leur demandait de le faire, de censurer ces transactions-là. Et moi, j'en profite maintenant que j'ai répondu à une question pour poser celle que j'ai. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé la dernière fois. Du coup, je m'excuse si ça avait déjà été abordé, mais donc on a bien compris, je pense, pourquoi on peut pas virer la data du witness quand les transactions sont en transit, entre guillemets, donc parce que ça modifierait enfin, la manière dont ça fonctionne, ces inscriptions-là, fait qu'il faut forcément qu'il y ait la data dans le witness pour dépenser. Mais est-ce qu'on peut, une fois qu'on l'a je l'ai sur mon nœud, je peux, de ce que je comprends, je peux en toute sécurité virer le witness ou une partie du witness et me dire que bon bah c'est pas grave, ça je m'en occupe plus et voilà, je suis tranquille. Bah, tu peux, mais du coup, après, tu peux plus s'il te le bloque, qu'il te manque des bouts du Ouais, witness. ouais, ça clairement. Mais de toute façon, a priori, ceux qui vont faire ça, c'est ceux qui ont des contraintes hardware ou bande passante. Et donc, à mon avis, ils citent pas les blocs déjà. Donc, ouais, Bah, ok. ils sont prunés, quoi. En gros, si tu veux, Ouais. c'est de la donnée qui est prunable. Donc, à partir de là, si tu as quelqu'un qui a une contrainte de stockage et qui veut en plus pas retenir les JPEG, effectivement, le plus simple pour lui, c'est de pruner assez violemment. Et globalement, il retient les 100 derniers blocs et c'est tout, quoi. Mais comme de toute façon, la seule chose dont tu as besoin, c'est l'outil Exocet. Bah, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que le débat sur est-ce que c'est du spam ou pas est un peu compliqué parce que si la mesure que tu mets en place pour éviter le spam, comme par exemple supprimer la discount, si tu mets ça en place, ben tu risques de faire regrossir l'outil Exocet. Tu voulais éviter le spam, tu viens d'augmenter le coût pour faire tourner un nœud de tout le monde et surtout les plus petits nœuds. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus si simple de faire un bon spam filter et surtout de bien gérer les incitations. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de core dev, enfin le peu de core dev qui s'est exprimé là-dessus. Globalement, ils ont dit ah mais en fait, il n'y a aucune manière fiable d'éviter que quelqu'un mette de la donnée, donc bah en gros, on préfère faire en sorte qu'il le fasse comme ça que d'une pire façon. Et je trouve que c'est recevable, mais voilà, après je dis pas que, enfin, je comprends tout à fait pourquoi on n'aurait pas envie de retenir ce type de données. Auquel cas, pruner est la meilleure chose. Ce qui risque d'être compliqué, par contre, c'est si tu veux pruner uniquement ce type de choses-là. Là, ça devient compliqué parce que, comme dit Lounès, ça veut dire que du coup, tu peux plus seed le bloc, tu peux plus partager, servir le bloc à tes pairs dès lors qu'un bloc contient une inscription. Et là, ça devient compliqué à gérer au niveau du réseau pair à pair parce que du coup, enfin, tu peux pas, enfin, il faudrait que de manière à chaque fois un peu ad hoc, il faudrait dire à tes pairs, ah ouais, non, mais en fait, ce bloc-là, je peux pas te le seed, sinon il perd du temps et tout, et tu ralentis tout. C'est un petit peu compliqué. Kevin? Ouais, ouais, en fait, c'est ça que je voulais juste ajouter. Donc, ouais, clairement, il y aura toujours des moyens de contourner ce qu'on peut essayer de faire pour empêcher ce genre de choses. Et en fait, la façon dont c'est fait en ce moment, c'est extrêmement bien fait pour Bitcoin, parce qu'on n'a rien besoin de faire. Il n'y a même pas de validation qui est à faire sur cette donnée. C'est pas mis sur des scripts de signature, ou en tout cas, ça prend pas des données qui sont normalement vérifiées par votre nœud. Donc, c'est vraiment juste, ça bouffe de l'espace de stockage. Et ça le fait proprement. Donc, c'est vraiment cool, en fait, parce que ça aurait pu être énormément problématique si c'était fait, par exemple, en mettant ça sur, je sais pas, les scripts de clés publiques sur une énorme transaction de multisig avec 900 signatures, 1 sur 900, quelque chose comme ça.
où tu utilises en fait toutes les clés publiques juste pour stocker de la donnée. Parce que les clés publiques, ça ressemble à des données, enfin c'est des données, tu vois, aléatoires. Donc tu peux utiliser des trucs comme ça pour stocker des données, et ça c'est catastrophique. Donc voilà, il y a des tas de choses qui auraient pu être faites de façon terrible. Et puis là, on a juste un script tout tranquille qui met juste de la donnée, qui la stocke, qui emmerde personne, il n'y a rien besoin de vérifier. Donc en gros, la vie est belle, hein. C'est vraiment pas un souci. Et puis aussi, juste pour ajouter un petit point encore sur le discount, puisqu'on en a parlé un peu plus tôt, le discount, c'est pas un problème. Ou les 4 mégas, c'est pas un problème en soi, c'est pas un problème de NFT. Si on voulait réduire la taille des blocs, si on les ramène à 1 méga max, la question reste la même. C'est quoi la valeur pour les gens de mettre un NFT sur Bitcoin? Le seul truc qu'on aura, c'est que la taille maximum, maintenant, ce sera 1 méga au lieu de 4. Mais ça change rien au problème de spam. Donc voilà, c'est un peu un faux problème. Je voulais juste te poser une question pendant que tu es là, Kevin. Je sais pas si tu sais y répondre, mais je suis tout à fait, effectivement, c'est une des premières choses qu'on avait regardé avec Lunes, c'est qu'effectivement la donnée, elle est mise à peu près proprement dans le witness pour que justement elle tombe pas dans la stack de validation et fasse ce que tu dis, un résultat catastrophique où plein de données chargées sur la stack et ça ralentit tous les nœuds pour faire la validation. Donc heureusement c'est pas le cas. Et moi la seule question sur ce qui me restait encore, ce qui m'interrogeait encore un petit peu, c'est que le witness, il faut quand même que le nœud puisse le parser avant de pouvoir effectivement valider en passant littéralement sur toute la donnée. Il la jette et effectivement, il se retrouve qu'à faire un check-sig à la fin. Mais est-ce que le formatage du witness, le parsing, donc repérer les opcodes, les push et ensuite exécuter le programme, est-ce que ça te paraît significativement coûteux ou est-ce que c'est tellement epsilonesque que c'est pas un problème, tu vois? Est-ce que tu aurais une réponse à ça? Est-ce que tu penses que c'est inquiétant ou pas? Parce que moi, j'ai pas su me faire mon avis. Ok, ouais, j'ai pas regardé non plus directement comment ça fonctionne, mais il faudrait que je regarde. Mais la façon dont je comprends le truc maintenant, c'est que ton parseur, en fait, il s'arrête directement dès qu'il voit l'opcode pour arrêter, et du coup, il va pas chercher la suite, quoi. Donc, à mon avis, c'est même Ah pas, ouais. tu loads même pas le reste en Ah mémoire. ouais. Ah ouais, donc ça va super vite, quoi. Ok, Ouais, mais donc si c'est ça, ouais, mais effectivement, il faut c'est bien extrêmement rapide. faut bien qu'il arrive au bout de la boucle, enfin au bout du Ouais, if mais il y a un cycle. NDiff, il y a un OP NDiff qui va arriver et il va repérer le OP NDiff et c'est au moment où il repère le OP NDiff que là, il comprend qu'il doit se remettre à lire et à valider et à formater ce qui se passe. Mais effectivement, comme dit Kevin, quand il voit le OP false, OP if, à partir de là, il sait que c'est faux. Donc du coup, il fait avance rapide sur toutes les données qui suivent jusqu'à ce qu'il arrive à un opcode qui corresponde à OP NDiff. Alors après, la question se pose quand même de est-ce qu'il n'y a pas des données intermédiaires qui pourraient matcher un OPNDiff par hasard et du coup il se retrouve à quand même essayer de voir ce qui se passe. Mais effectivement, bon, il y a peut-être moyen pour lui de checker que effectivement c'est pas un vrai OPNDiff entre guillemets en parsant un peu avant. Mais bon, de ce que tu me dis, mine de rien, c'est vrai qu'il y a moyen certainement d'optimiser le formatage de manière très très efficiente. Donc à voir, effectivement, faudrait quand même vérifier. Mais c'est vrai que ça me rend plutôt optimiste ce que tu dis là. Et du coup, désolé, Fanny, je te coupe l'herbe sur les pieds, mais la question tout de suite, c'est est-ce qu'on peut le faire sale? Genre, vous êtes en train littéralement de nous dire que là, ils ont fait un truc clean qui est cool. Moi, je suis l'État, je suis un connard, je fais un truc sale et j'attaque. Donc, ça, c'est la première Ouais, question. Parce C'était qu'on ma faisait déjà question. on le faisait déjà avant. Genre, on avait ouais. Satoshi, il a littéralement mis le Chancellor on Break of Second Bailout. Donc, on le faisait déjà sale. Qu'est-ce qui empêche de le refaire? Alors, en fait, la manière dont l'avait fait Satoshi était plutôt propre parce que c'était dans le script SIG d'une Coinbase et ça, c'est entre guillemets propre parce que ça aussi, c'est des données qui sont prunables. Donc, la manière dont Satoshi avait fait est propre. Je mets des guillemets dans propre, faut me voir avec les mains en train de faire des guillemets là. En fait, la manière la plus sale qu'on a déjà vue et qu'on utilise assez souvent et auquel vous avez souvent accès sur Umbrel, même si vous regardez, mais pas au sens où vous pouvez le faire, mais au sens où vous l'utilisez. C'est par exemple, quelqu'un a mis le white paper dans Bitcoin en utilisant des adresses. C'est-à-dire qu'en fait, il me fait des adresses qui sont non dépensables parce qu'en fait, le format de l'adresse fait qu'on peut prendre les bytes qui sont dans l'adresse, on peut les aligner les uns à la suite des autres et ça fait un fichier PDF qui correspond au white paper de Bitcoin. Et ça, par contre, c'est sale. Ça, typiquement, c'est vraiment très sale. Parce que là, ce qui se passe, c'est que la personne a créé des outils EXO qui sont non dépensables, mais qui sont pas flagués comme non dépensables. Donc là, c'est-à-dire que le full node, il va voir une outil EXO, il va se dire, ah bah oui, donc ça, c'est une outil EXO, donc faut que je la retienne jusqu'à ce qu'elle soit dépensée.
Sauf que, en fait, elle n'est pas dépensable parce que la clé publique qui est mise dedans n'est pas une clé publique, mais en fait de la donnée. Et donc, il n'y a pas vraiment, on ne connaît pas la clé privée qui lui est associée, même la personne qui a créé des UTXO. Et donc là, c'est pas propre parce que là, c'est mettre de la donnée dans l'UTXO 7. Donc, quand tu récupères le white paper sur BTC, RPC Explorer ou des choses de ce type-là, en fait, il va chercher une transaction et il va chercher les UTXO de cette transaction et il les charge les unes à la suite des autres et il te sort le white paper en collant les bytes les uns à la suite des autres. Et ça, par exemple, c'est une manière sale de le faire. Donc, en fait, la manière sale de faire les choses, c'est d'utiliser les adresses pour mettre de l'information. Et il y a des bonnes façons de le faire. Par exemple, Salvatore récemment, il a fait une proposition où il utilise les signatures, où en fait il mine les signatures pour en mettre un petit peu de données, mais ça nécessite beaucoup de calculs parce que c'est une forme de minage, mais sur des clés publiques. Donc, les UTXO, elles sont quand même dépensables, ou alors les signatures, elles sont prunables. Mais là, c'est la mauvaise façon, c'est exactement celle-là. Donc, il faudrait retrouver l'exemple de cette transaction. Je pense que si vous avez BTC RPC Explorer, il doit y avoir un petit truc dans le menu déroulant pour retrouver le white paper. Et en fait, vous avez le BTC RPC Explorer fait juste le parsing de cette transaction et vous affiche le PDF. Mais ça, voilà, typiquement, c'est la manière sale de le faire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ça, faut vraiment l'éviter. C'est pour ça que les hop return ont été créés. C'est pour éviter que les gens, je vois que ça a été partagé dans le space. C'est pour ça que les gens ont créé le hop return parce qu'on voulait éviter ça. Le hop return, c'est une manière de flaguer, d'indiquer que l'UTXO n'est pas dépensable. Comme ça, le full node ne le met pas dans l'UTXO7 qu'il est obligé de retenir parce qu'il sait que c'est non dépensable. Il y a une preuve que ça l'est. Donc voilà. Donc maintenant, l'hop return, il est limité à 80 octets par règle de standardness. Donc c'est-à-dire qu'une transaction qui a un trop gros hop return est considérée comme non standard. Donc c'est-à-dire qu'elle est entre guillemets censurée de la façon dont on est en train de parler de censurer les NFT de ordinals quelque part. Et c'est peut-être ça aussi qui est critiquable, c'est qu'en fait pendant très longtemps on a cherché à faire en sorte qu'on puisse pas mettre de données dans la blockchain juste pour mettre des données, mais en même temps on voulait quand même éviter que les gens le fassent de manière sale, donc on a voulu donner les moyens aux gens de le faire propre, mais en les limitant tellement qu'en fait c'était quasiment inutile, c'était très très dur d'utilisation. Et donc je sais pas, voilà, ça alimente le débat, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'encore une fois empêcher les gens de le faire. Après, l'autre sujet, c'est la quantité. C'est que avant, c'était limité à 80 octets. 80 octets, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, maintenant, il n'y a plus de limite. C'est quasiment 4 mégas, la limite. Et là, c'est peut-être un peu trop, quoi. Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir effectivement un débat, quoi. Ça te va, la réponse, Roxy? C'est très bien. Je laisse à Fanny maintenant que je l'ai embêté. Non, mais oui, je pense je vois très bien la question de Roxy. C'est que, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Panta. 4 mégas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on laisse pas un peu trop de place pour d'éventuelles attaques? Là, on voit bien que effectivement, les inscriptions, c'est très propre. Il y a des enveloppes autour là avec le hop false hop if qui permet d'éviter de tout charger sur la stack de validation, etc. Et donc, la question, à mon avis, qui est légitime, c'est pas tant sur les inscriptions qui sont plutôt propres, c'est est-ce qu'un acteur pourrait, du coup, avec un coût assez réduit, entre guillemets, DOS, donc s'attaquer aux ressources d'un nombre important de nœuds du réseau, voilà, à faible coût. Et, Ouais, après, l'exemple le plus imagé que j'ai, c'est la méga transaction de 2015, où en fait, quelqu'un avait spammé la blockchain en créant plein de petits UTXO, mais c'était pas des données, c'était juste des petits UTXO qu'il a créé énormément de petits UTXO en adresse legacy, mais dont la clé privée était connue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un mineur a créé une transaction pour consolider toutes les UTXO, et la transaction a pris tout le bloc. Et je crois qu'elle mettait 25 secondes à être validée. Donc ça, par exemple, c'est dangereux. En fait, ce qui est dangereux, c'est d'avoir des transactions qui sont trop longues à valider ou de créer plein d'UTXO. Donc en fait, si on veut sur le pan de mettre de la donnée dans la blockchain, ce serait la création de plein d'UTXO sous le prétexte de mettre de la donnée dans la blockchain qui serait vraiment dramatique. Et une manière simple de le faire, mais très très impactante sur les ressources pour les nœuds, quoi. Je sais pas si tu vois de quoi ouais, ok. Ou alors de créer une transaction craftée un peu exprès où le witness met du temps à vérifier. Mais donc ça, j'imagine qu'en fait, le plus Ouais. simple, effectivement, c'est ce que tu dis, quoi. C'est de vraiment en faire plein.
Ok. Bah, c'est-à-dire qu'après, il y a Kevin qui avait parlé du fait de créer une transaction avec 1000 clés publiques en multisig avec des fausses clés publiques et de faire un faux check-sig sur un multisig énorme. Ça, par contre, ça met des données sur la stack du validation. Ok, c'est des données qu'on voulait juste conserver, mais là, par contre, c'est un coût de validation. Et quand tu commences à ajouter un coût de validation, que c'est pas juste une question de stockage, mais une question de valider des données qui ne servent à rien, là, c'est vraiment problématique, quoi. Genre, là, j'aurais très très mal réagi à Ordinal, on va dire. Donc là, effectivement, comme dit Kevin, c'est pas trop mal foutu, quoi. Pour ce que c'est, franchement, c'est pas trop mal foutu. Après, le patch que Luc propose, il faut savoir qu'il est efficace pour les scripts de la forme OP-if, enfin, OP-false, OP-if, et après les données. Et en fait, il est très particulier, ce patch. C'est-à-dire que si je remplace ça par OP-true, OP-not-if, bah, du coup, c'est un script différent, mais qui fait la même chose. Et il n'est pas censuré par le patch de luxe, ce truc-là. Et d'autres personnes disaient, mais en fait, tu peux faire pire que ça. Tu pourrais presque mettre des OP1 et OP-if, après, OP-not-if après, ou des choses de ce type-là. Enfin, après, je pense que là, Kevin est plus expert que moi sur est-ce que dans la stack witness, on peut mettre autre chose que du 1, 0 ou des choses comme ça après un if. Mais voilà, enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a là, le patch de luxe censure la méthode qu'utilise Ordinal pour envelopper les données. Mais en fait, cette logique qu'on appelle le contrôle du flow, donc c'est juste de dire bah, cette partie du programme, en fait, il s'avère qu'à l'exécution, on n'a pas à la runner, donc quand on n'a pas à la faire tourner, donc quand on met un OP-if, quoi, il s'avère que ça, c'est une manière universelle de programmer. C'est-à-dire, dans tout langage de programmation, on a un système de branches comme ça, avec un if, soit on fait soit ça, c'est avec le fameux if then else. Je veux dire, c'est un classique de la programmation qu'on a partout. Et on peut pas empêcher un développeur d'utiliser if then else sous prétexte que ça pourrait être utilisé de façon à mettre des données dans une des conditions du if qui serait destinée à ne jamais être exécutée. Si on, enfin, ce serait insensé d'essayer de spécifier tous les cas pathologiques qui permettraient ça. Parce que, en fait, globalement, ce que tu veux dire, c'est enlever les OP-if. Sauf que si tu enlèves les OP-if, globalement, bah, t'as plus Lightning, t'as plus les scripts, t'as quasiment plus rien, en fait. Enfin, donc, voilà, c'est tout ça pour dire aussi que la censure est une méthode d'attaque, mais elle peut pas être universelle. Tu peux pas, enfin, ou alors tu supprimes toutes les capacités de Bitcoin à avoir des scripts en fait, et tu laisses que des validations par clé publique et basta. Mais je veux dire, c'est hyper restrictif, quoi. Trop cool, merci beaucoup. On a Guillaume qui va intervenir. Guillaume, membre de l'entonnoir, hein, ne l'oublions pas. Il va nous dire que c'est bien pour les mineurs parce qu'ils payent et les mineurs, comme ça, ils ont de la thune et du coup, le réseau est sécurisé. Guillaume, je te laisse nous expliquer ton point de vue. Il a dit tout ce que je voulais dire avant que je le dise. Non, en vrai, j'ai raté le début. J'espère que vous me pardonnerez, mais moi, c'était juste pour dire que euh, au-delà de tout ce qui se passe sur Ordinal, sur Bitcoin, etc., moi, je trouve que c'est super sympa que dans la semaine qui vient de passer là, bah, il y a plein de gens qui se sont réintéressés à des sujets qu'on voyait plus avant. C'est-à-dire, par exemple, bah, voilà, comment je run ma propre node Bitcoin. Et alors, même si c'est pas forcément, ça va pas être des ultra maxi, etc., bah, c'est beaucoup de gens qui vont commencer à runner leur propre node et ça recommence à mettre sur le devant de la scène un petit peu tous les idéaux que nous on défend depuis des années finalement. Et ça, je trouve ça super sympa. Et juste par exemple, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Dizzy sur Twitter qui a sorti une implémentation qui permet de mint du coup des ordinals en utilisant Noster et Albi en payant une invoice sur Lightning Network. Et bon, ça change pas le fait que moi, je jetterai jamais une NFT de ma vie et je m'en bats les couilles, je trouve ça nul. Mais n'empêche que le fait d'utiliser ces outils-là, je trouve que ça apporte un nouvel élan à Bitcoin. Et mine de rien, bah, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que moi, je défendrai ça et que je m'y intéresse parce que juste, je trouve ça giga intéressant pour Bitcoin en général, quoi. Ouais, moi, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Snitchy tout à l'heure. C'est pas parce que on voit quelque chose qui ne ressemble que à de la donnée qu'il n'y a pas une vraie transaction financière derrière non plus, et bien au-delà de simplement considérer des NFT. Dans BIP47 ou des choses comme ça, il y a effectivement de la donnée qui est ajoutée à des transactions de notification, mais c'est bien dans le but de faire des transactions financières derrière. Donc voilà, c'est pas pour dire que après maintenant il faut mettre de la donnée partout dans Bitcoin, mais je veux dire par là que ce qu'on appelle transaction financière et qu'on cherche
à faire en sorte, si on cherche à faire en sorte que Bitcoin soit exclusivement pour des transactions financières, quand on exclut la possibilité de mettre des données sur la chaîne, on exclut aussi des transactions financières de manière un peu arbitraire aussi. Donc c'est subtil et bon après je trouve pas que que les JPEG soient la meilleure utilisation de la chaîne Bitcoin, mais voilà, enfin, c'est juste que les empêcher, pour moi, c'est trop restrictif. On peut pas le faire, donc on est obligé de faire avec. Voilà, et effectivement, après, chacun son choix personnel de les utiliser ou pas. Par contre, Ordinals, moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le protocole Ordinals qui pourraient être utilisées pour d'autres protocoles de transactions financières. Voilà. Après, de transactions financières avec des bitcoins ou pas d'ailleurs. Voilà. Pour ça que je suis un peu du même avis. Guillaume, tu veux répondre, sinon Fanny? Non, mais ouais, pour le coup, je suis totalement d'accord. Et en plus de ça, en fait, moi, j'ai toujours considéré, j'ai peut-être un avis un peu différent de certains Maximes. Moi, j'ai toujours considéré que Bitcoin, c'était le settlement network. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire settlement network? Ça veut dire settle de la valeur. Et la valeur, c'est pas forcément des échanges de pair à pair ou des paiements, etc. La valeur, ça représente beaucoup de choses et donc pour moi, en fait, à partir du moment où les gens estiment que quelque chose a de la valeur et ils veulent utiliser la blockchain Bitcoin pour l'échanger, pour moi, c'est valable. Ça rentre dans l'ethos Bitcoin et les ordinals, pour moi, ça en fait partie. Et j'ai vu aussi sur Twitter passer cette semaine, par exemple, des gens qui pensaient à commencer à mettre des fichiers de manière incensurable pour des gens dans certains pays qui n'ont pas accès à des fichiers, etc. Et alors oui, c'est vrai, c'est pas des transactions financières, mais si les gens estiment que ces fichiers-là ont de la valeur, alors pour moi, c'est un use case, tu vois, censorship résistance, etc. de Bitcoin, qui est totalement valable. Alors après, voilà, c'était pas prévu, etc. Ça pourrait être plus élégant, c'est vrai, mais n'empêche qu'on en est là, et c'est en train de développer tout un nouvel écosystème pour Bitcoin, et c'est juste, c'est rafraîchissant. Donc moi, voilà, je suis 100%. Ouais, moi je suis d'accord et je pense que personne, enfin on est plein à dire que les NFT ça sert à rien et tout, mais je pense que le choix il est plutôt smart de partir sur les NFT. Je pense que c'est vraiment un use case viral parce que c'était un peu la grande mode au dernier bull run. Ça fait réagir même les gens qui trouvent ça débile. Et après voilà, on verra sûrement d'autres trucs plus intéressants, plus utiles entre guillemets se développer avec les ordinales et les inscriptions, quoi. Après, tu vois, dans le genre, un truc que je trouve intéressant, c'est que la semaine dernière, on s'inquiétait beaucoup de commencer à voir des images pornographiques ou des trucs de ce type-là. On s'en inquiétait début de semaine dernière. Il y en a eu. Mais en fait, là, quand tu regardes les dernières inscriptions, c'est énormément de choses qui ressemblent beaucoup plus à des NFT Ethereum. Et j'ai beaucoup moins l'impression qu'il y ait des trucs shady, quoi. Des trucs un peu voilà, un peu plus douteux, quoi. Et après, bon, qui suis-je pour juger, hein, vous me direz, c'est toujours pareil, mais j'ai l'impression de voir beaucoup plus de trucs qui ressemblent à des projets NFT à la Ethereum et que en fait, les mecs qui étaient sur ces projets-là, ils se saisissent de l'occasion et quelque part, ils sont en train de plus occuper l'espace de la blockchain avec ça qu'avec des trucs qui sont plutôt des blagues qu'on fait au début, mais que en fait, c'est rigolo une fois et puis à la fin, bah, tout le monde s'en fout et ça fait plus rigoler personne. Donc globalement, voilà, j'ai quand même l'impression que voilà, c'est un peu une évolution normale, quoi. Ça commence avec des choses qui, oui, sont clairement pas nobles, si je puis dire, hein, qui sont peut-être mal vues. Et puis après, finalement, voilà, les acteurs s'en saisissent très vite. Là, l'évolution en une semaine, elle est quand même. Moi, je vois une explosion cambrienne, quoi. C'est littéralement un truc qui est en train de prendre vie de manière extrêmement rapide. Et peut-être que dans le futur, on pourra imaginer qu'il y ait des choses qui soient encore plus respectables, qui utilisent la blockchain Bitcoin et des technologies qui ressemblent à des NFT. Euh, Moi, je trouve que le use case des NFT au sens général, c'est-à-dire au sens de suivre un jeton qui est unique sur la blockchain Bitcoin, c'est un use case qui fait sens parce que un NFT, tu pourras jamais le transférer via des canaux Lightning. Voilà, utiliser Bitcoin comme couche monétaire, utiliser Lightning comme couche de paiement et utiliser aussi Bitcoin comme couche de bah voilà, je crée ces représentations de d'autres choses qui ne peuvent pas être transférées via des canaux Lightning parce que bah, c'est des représentations de uniques. Voilà, ça me paraît pas non plus complètement déconnant comme usage de la blockchain. Maintenant, bon,
voilà, c'est pas du Bitcoin et c'est critiquable, mais voilà, manifestement, on sera obligé d'avoir des choses de ce type-là sur la chaîne d'une manière ou d'une autre, quoi. Non, mais ce qui est assez ouf quand même, c'est qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, on ne parlait pas du tout de ça. Et d'un coup, bah, tous les NFT boys, tous les crypto boys, ils sont en train de regarder Bitcoin. Et on était à Auxerre, un truc Bitcoin crypto avec la team Découvre Bitcoin. Personne connaissait Lightning. Tout le monde disait que le protocole ne changeait pas, qu'on était bloqué à ce qu'il y avait en 2015-2018 et que c'était foutu, tu vois. Bitcoin n'a aucune valeur. Clairement, c'était le consensus de 90% des gens dans la Faut salle. tout vendre. Si Mais, Bitcoin ouais, mais casse, il faut clairement, tout vendre. enfin, pour eux, Bitcoin ne va jamais dépasser les 100 000, même si on parle pas du prix. Et là, en moins de 2 semaines, d'un coup, on a des NFT sur Bitcoin qui sont littéralement sur la chaîne et qui sont pas juste un lien URL. On vient de résoudre le problème des frais de transaction parce que bah, maintenant, il y a plein de use cases où on va payer les mineurs. Et Bitcoin vient de prouver à tout le monde qu'en fait, il bouge énormément et que on n'est même pas prêt à comprendre ce qu'on va prendre dans notre gueule sur les tout prochains mois. Je veux dire, on a foutu Pong en une semaine. On est passé de 1 JPEG à Pong. Laisse un mois aux gens, on n'est pas prêt à ce qui va arriver. Donc moi, c'est Guillaume qui disait ça dans un groupe qu'on a. On vient de passer une nouvelle époque pour Bitcoin sans le savoir. Et clairement, je pense que c'est comme ça que fonctionne ce protocole. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et là, on vient de prendre une claque. Et maintenant, bah, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et même les anciens BIP, on se dit, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux si en fait, bah, je suis peut-être pas assez technique pour ça, mais pourquoi on a besoin de plein de BIP qui sont proposés et discutés, alors que maintenant, bah, littéralement, on s'est foutu des NFT sur Bitcoin d'une façon qu'on n'avait pas discuté dans l'entonnoir ou dans le Space Cake, jamais en 60 épisodes. Enfin, Ordinal, on en a jamais parlé en 9 épisodes. Donc, va savoir c'est quoi la prochaine claque qu'on se prend dans la gueule. Je sais pas, Kevin, je pense que tu veux répondre là-dessus, et puis après, il y avait Guillaume qui voulait parler. Et j'ai dû virer des gens parce qu'en fait, je pense qu'on est limité à 7 personnes sur le chat. Donc, si je vous dégage, c'est pas contre vous. Voilà. À toi, Kevin. Il y a encore deux Yeah. places, c'est bon. Ouais, moi c'était juste pour dire aussi qu'on a un gros problème sur Bitcoin depuis quelques années, qui est que bah, personne ne paye de frais de transaction, ou en tout cas on paye quasiment rien. Et donc les gens pensent que bah, les blocs Bitcoin ne coûtent pas grand-chose. C'est pas vrai puisqu'on a de l'inflation monétaire en ce moment sur Bitcoin. On a le bloc subsidy, donc les mineurs ils touchent à chaque bloc entre 6 et 7 bitcoins selon combien on paye en frais de transaction avec les utilisateurs. Mais en gros, un bloc aujourd'hui, ça coûte plus de 150 000 balles, d'accord? Donc toutes les 10 minutes, il y a 150 000 balles qui sont payées à un mineur, en gros, qui sont aussi dépensées par les mineurs sur la planète, puisque c'est un peu race to the bottom. Donc c'est les coûts des mineurs sont très proches de ce qu'ils gagnent. Mais en gros, si on n'avait pas cette inflation monétaire, à la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui sur Bitcoin, ça coûte plus de 150 000 balles de faire un bloc, d'accord? Donc ton NFT, avant que quelqu'un paye 150 000 balles pour aller foutre 4 mégas sur Bitcoin, je pense que ça va les calmer. Le problème qu'on a, c'est juste que personne paye aujourd'hui de frais de transaction sur Bitcoin, donc c'est une des grandes questions qu'on a. Mais c'est aussi un peu la tragédie, c'est pourquoi on paierait des frais de transaction puisqu'il y a déjà de l'inflation monétaire. Mais voilà, donc Bitcoin n'est pas censé être aussi peu cher qu'il est aujourd'hui. Bitcoin, c'est censé être très cher, c'est censé être lent, c'est juste censé être censorship résistante. Donc si les gens commencent à utiliser Bitcoin pour ce que Bitcoin est censé être, les NFT, on les oublie, hein, ce sera beaucoup trop cher. En fait, c'est exactement ça. Et c'est un tweet que j'ai vu aujourd'hui qui disait si vous n'êtes pas content avec le use case des NFT, bah, faites des transactions Bitcoin qui vont outcompete le use case des NFT. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que bah, si vous aimez pas les transactions NFT, rendez-les impossibles à faire sur Bitcoin parce qu'elles seront trop chères. Et le deuxième point, c'est que c'est vrai que depuis quelque temps, on a un biais en tant que Bitcoiner où on s'est habitué à avoir un SAT par V-byte, alors qu'on sait tous que dans le futur de Bitcoin, ça sera beaucoup plus cher que ça. C'est le settlement value. Si tu veux faire des paiements, tu les feras sur Lightning. Et donc, en fait, c'est un peu une anomalie d'avoir des blocs qui sont aussi bas. Et aussi la chose, alors je sais pas si ça a été discuté auparavant, mais nous, chez Galaxy, on a fait un petit peu de modeling sur ce que pourrait apporter Ordinals en termes de fees, etc. Et tu vois que très rapidement, même à partir de 50 sats par V-byte, ça devient extrêmement cher de mint n'importe quelle image sur Bitcoin. Et donc en fait, si le use case des NFT devient vraiment prévalent sur la chaîne Bitcoin, ils vont se pricer eux-mêmes en dehors de la chaîne, tellement que ça sera cher de mint des NFT. Et donc finalement, c'est vraiment le futur qu'on envisageait pour Bitcoin, c'est-à-dire le free market. Les gens qui payent le plus, c'est ceux qui sont settled en premier sur la chaîne. Et,
Et c'est génial. Et pour revenir en plus sur ce que disait Roxy, euh, moi je pense qu'en tant que Bitcoiner, on sous-estime le changement de paradigme massif que c'est en train de faire pour Bitcoin, mais surtout pour les autres chaînes. Parce que ça fait 2 ans qu'on nous rend fous avec sur Bitcoin on peut rien faire, blablabla, blablabla. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que de nulle part, il y a un narrative altcoiner qui s'écroule sous nos yeux. Parce que nous, en tant que maxi, on le répète tout le temps, hein, tout ce qui se passe sur les autres chaînes, un jour, ça finira sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est la chaîne qui est supérieure, etc. Et là, c'est en train d'arriver pour de vrai. Personnellement, ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Moi, si on m'avait dit, j'aurais dit oui, il faut attendre Taro, il faut attendre RGB. Peut-être que ça arrivera dans 10 ans. Et là, on a les NFT sur Bitcoin maintenant. Alors moi, je le répète, hein, les NFT, je m'en fous. Mais ça n'empêche pas que bah, aujourd'hui, un altcoiner, finalement, c'est peut-être en train de devenir un bitcoiner. Et ça s'est passé beaucoup plus vite que ce qu'on. Ouais, moi je voulais répondre aussi à cette histoire de price out les NFT. Et en fait, c'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé des blagues avec des images, des nudes ou des choses comme ça. C'est qu'on voit que la blague au début, haha, c'est rigolo parce qu'on paye pas grand-chose. Et effectivement, dès que ça commence à être un peu plus sérieux, bah t'as intérêt à ce que déjà, même si c'est un NFT, faut que ce soit un NFT qui te rapporte de l'argent d'une manière ou d'une autre. Enfin, faut vraiment que tu aies un intérêt à payer des frais pour ça, pour le mint. Et effectivement, le sens aussi de ce que je disais en parlant de potentiellement utiliser Ordinals pour des transactions financières sans que ce soit forcément des JPEG ou des choses comme ça, c'est typiquement un truc qui pourrait price out les NFT, quoi. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer que Ordinal soit utilisé pour permettre des systèmes transactionnels plus complexes qui sont build sur Bitcoin et que, in fine, ça prenne tellement qu'effectivement, ça rende complètement inenvisageable de stocker de la donnée directement sur la chaîne comme l'idée des inscriptions ordinales, en tout cas pour juste conserver des images. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer aussi. C'est vouloir empêcher en fait la chose d'arriver. Je pense que ça ne peut faire qu'empirer la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, si on cherche absolument à éviter tous les use cases au maximum, bah à la fin, ce qui reste, c'est qu'on paye pas de frais et que du coup, bah, comme on paye pas de frais du tout, c'est comme quand on fait un contrôle de prix, soit on crée une sorte de pénurie en forçant la pénurie, en fait, puisqu'on interdit les use cases, soit en fait on est en train de juste créer du spam ou des voies de spam complètement éclatées, enfin, donc effectivement permettre de mettre de la donnée sur la blockchain à 1 satoshi par byte parce que voilà, on voulait permettre aux gens de faire des transactions on-chain en étant très très cheap. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose de faire des transactions on-chain cheap, c'est une bonne chose. Mais effectivement avec Lightning, c'est beaucoup moins nécessaire et Lightning, ça a presque été, je veux dire, ça scale tellement bien qu'on se retrouvait à avoir des blocs pas pleins de manière chronique. Et c'est encore une fois, c'est pas un problème. Les mineurs, pour l'instant, ils ont toujours le bloc subsidy qui est effectivement pas négligeable en termes de paiement pour le mineur, et c'est heureux. Mais ça montre bien que les autres usages de la chaîne, ils ont de la place pour le faire et c'est pas juste pour prendre la place du paiement. Le paiement, il peut se faire d'une autre façon et beaucoup mieux quelque part que sur une blockchain directement. Donc voilà, chacun ses usages, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment, Ordinal se sera utilisé pour faire des choses extraordinaires qui nous impressionneront et qu'on trouvera très cool. C'est juste que bon bah c'est normal. Au début, on teste des blagues et puis après on teste du gamble et puis peut-être qu'un jour il y aura quelque chose de vraiment très sérieux qui sera build sur le système d'inscription et on sera très content de l'avoir permis. Voilà. Nickel. On a Gilles maintenant. Ouais, ouais, pardon. Ouais, c'était juste pour revenir sur un truc, c'est que Ordinals par défaut et il est à 1 SAT par VByte. Et ne serait-ce que de passer à 2 SAT par VByte, c'est déjà beaucoup parce que tu multiplies le coût de ton JPEG par 2. Donc je pense que la plupart des gens qui vont mint des NFT ou qui mint aujourd'hui le font par 1 SAT par VByte. Et il y a un truc qui est assez intéressant à voir aussi, c'est que vous avez dit juste avant que tous ces NFT là, ils vont être priced out par de l'activité. Moi, je pense que la première activité qui va price out NFT, c'est Lightning et c'est les ouvertures de channel. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on a encore, je pense qu'il y a beaucoup de place pour créer encore beaucoup d'autres channels sur Lightning. Et que, à mon avis, quand Lightning va vraiment décoller, parce que nous, on utilise Lightning souvent,
on voit que ça marche bien, mais on sait très bien qu'en termes de cas d'usage, voilà, il y a encore room for improvement, on va dire, en termes de volume. Quand il y aura plein de channels qui vont se créer, voilà, que les frais ils pourront plus passer à un SAT par byte quoi, pendant longtemps. Donc le fait que les fees soient low depuis tant d'années, hein, c'est un peu une anomalie, mais je pense ça va se corriger naturellement. C'était surtout ça que je voulais dire. Donc, et moi, évidemment, par rapport au débat Ordinals, j'ai mis 2-3 jours à bien comprendre comment ça fonctionnait, mais au final, ouais, moi, je trouve ça cool. Et j'ai pas de soucis avec ça, et je pense que ça va amener des choses positives. Voilà. Merci. Peut-être, je me suis rendu compte qu'on n'a jamais dit aux gens, peut-être, est-ce que c'est open source, est-ce que c'est une société privée derrière ou quoi? C'est open source. Ça paraît bête, hein, mais Il y a un GitHub, c'est codé en Rust. Ceux qui veulent aller voir, allez voir. Moi, je regarde pas, c'est pas mal. Guillaume. Ouais, juste pour revenir par rapport à ce que disait Gilles, il y a un truc qu'on discute pas souvent et quand on discute de priced out, je pense que ça peut être intéressant pour les gens d'y penser. C'est qu'en fait, la différence entre minter une collection NFT et avoir des transactions financières, par exemple, c'est l'échelle de temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens pensent pas souvent, parce que actuellement, on a, on va dire, cette idée que voilà, quand tu fais une transaction sur Bitcoin, tu seras validé dans le prochain bloc ou dans les 2-3 prochains blocs. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que dans un futur où les transaction fees seront assez élevées, se faire priced out, ça veut pas forcément dire rendre les transactions impossibles. Ça veut juste dire réduire la priorité de la transaction. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, les NFT, ça va devenir, à mon avis, un espèce de ce qu'on appelle un buyer de last resort, un petit peu comme ce que fait l'énergie pour les mineurs. C'est-à-dire que ça sera le fin fond des blocs constamment. Ça va être à un un seul bouche-trou. byte. Un bouche-trou, quoi. Exactement, exactement. Ça sera la demande, tu vois, continuelle qui fait qu'on reste. Alors, ça sera pas un SAT par byte, mais minter une NFT aujourd'hui, si tu la mines demain ou dans 4 jours, en vrai, tu t'en fous. Par contre, si tu as envie de faire une transaction financière, tu as envie qu'elle passe dans 2-3 blocs. Et c'est là la différence. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que le même pool, quand les fees sont élevés, c'est quelque chose. Mais même quand les fees sont élevés, tu as toujours l'opportunité, si tu as une low time preference, de faire passer tes transactions à un taux plus bas. Et c'est ça que je dis, moi, quand on dit priced out, c'est priced out vraiment de la demande de block space immédiate. Mais après ça, c'est qu'une question de préférence temporelle. Ça va être drôle, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des soirs où d'un coup, hop, ça clean et on a 10 000, 100 000 NFT qui sont mint. Ça va être rigolo, les petites bulles et les marchés. Typiquement, le week-end, il y aura pas mal de NFT parce qu'il y a moins d'activité le week-end. Et donc, forcément, il y aura plein de NFT qui seront mint. D'ailleurs, je pense même que c'est ce qu'on observe un peu ce week-end. Là, il y a des séries qui sont mint. Une grosse diff aussi par rapport à Ethereum, c'est que chaque NFT, comme il doit être conservé dans la chaîne, chaque NFT a un coût individuel, alors que dans Ethereum, il me semble qu'ils avaient des moyens de te mint une flopée de collections de NFT d'un coup, en une seule transaction. Mais là, comme c'est payé à l'unité, ça coûte plus cher. Et je crois qu'on observe déjà qu'il y a des séries de NFT qui sortent lorsque les blocs commencent à se vider un petit peu et que un Satoshi par byte redevient possible. De toute façon, en plus, tu le vois déjà, hein, une collection sur Ethereum. Moi, j'ai regardé en moyenne les collections les plus, tu vois, les plus populaires, les punks, les machins et tout, c'est 10 000. Alors que sur Bitcoin, actuellement, moi, celle que j'ai vue, elle dépasse pas 100. Donc, tu vois direct Ouais. Ouais. Très cool. Mais écoute, on a fait, ça fait plus d'une heure et demie, plus d'une heure 15 qu'on débat. Si quelqu'un d'autre dans les viewers veut donner son opinion, parler du marché libre ou parler de qu'est-ce qu'il pense de Ordinals, allez-y. Fanny, je sais pas si t'es chaud pour faire le deuxième sujet. Peut-être qu'on le skip, je sais pas, à voir. Mais voilà, si vous avez des questions, allez-y. Lambda, je vois que tu te demandes, mais je sais pas si tu demandes par défaut. Je te le donne quand même la parole par principe. Et merci à tout le monde d'être là. Merci aux ambassadeurs qui avaient fait les meet-up la semaine dernière. C'est vrai que j'ai pas dit merci sur les réseaux. J'avoue que j'étais un peu off ces derniers temps pour des raisons perso. Et également ceux qui sont sur Paris, il y a le BitDev jeudi. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre au BitDev. Alors vas-y Lambda, je te donne la parole. Ouais, aussi, je voulais ajouter là pendant que Lambda il monte, si le problème c'est la réduction de frais dont bénéficie Ordinals, il faut se dire que si les fees sont multipliées par 4 et que c'est ça qui les aurait price out, bah dans ce cas-là c'est encore la même chose, c'est encore une histoire de marché libre quoi.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas, enfin, je pense qu'il faut pas trop pleurer non plus à l'injustice sur le witness, parce que bon, bah, le witness, c'était de l'espace qu'on ne pouvait pas utiliser, que Ordinals arrive à utiliser. Et effectivement, ça rend viable certains types de NFT. Bon, ça a fait monter une hype et peut-être que à force, ils se feront la guerre des frais de transaction entre eux. Et ce sera très bien. Et peut-être qu'ils paieront 4 fois plus cher. Et c'est ce qu'aurait donné Ordinal s'ils n'arrivaient pas à utiliser Witness. Maintenant, moi, je suis pas convaincu que s'ils avaient payé 4 fois plus cher, ils n'auraient quand même pas mis leur NFT parce que je suis à peu près certain que c'était plus une question d'avoir quelque chose qui soit pas trop moche pour conserver un gros data blob, un gros jeu de données plus qu'une question de prix, en tout cas pour le moment, vu les frais qui sont impliqués. Alors, je vois pas Ordinal encore monter. Non, mais Lambda, j'arrive pas à le rajouter. Je pense qu'il bug, il faudrait Ah que je le merde. kick et qu'il revienne, mais si je kick, il va pas savoir, donc il fallait que je le prévienne. Ok, cool. Bah, en tout cas, très bon débat. Du coup, on doit tous télécharger le patch de Luke Dash, de ce que j'ai compris, on est un peu tous anonymes là-dedans. Il faut que je kick Lambda. Hop. Je peux même pas te kick du truc. Désolé Lambda, t'es bugué, je peux rien faire. Enfin, j'ai pas la main pour te dégager ou te remettre. Donc désolé. Lounès, Fanny, Guillaume, vous avez un petit mot de la fin, sinon je me lance, à moins qu'il y ait vraiment autre chose. Vous me dites. C'est tout Allez, bon pour moi. l'OM, on joue le titre. Deuxième sujet maintenant, au bout d'1h20. Vous voulez vraiment partir sur le deuxième? Moi, ça me dérange pas. Fanny, si tu veux faire le deuxième rapidement, tu dis. Si tu dois t'en aller, on peut couper, hein, il est déjà tard. On peut en parler 5 minutes vite fait, quoi. On peut, Moi, ouais, on peut l'évoquer rapidement. Ouais, vite fait. Vas-y, je te laisse la parole. Du coup, comme je l'avais dit en intro, le sujet, donc c'est un sujet plutôt privacy, comme on l'a mis dans le titre, ce qui concerne les pay join, qui sont aussi appelés pay to endpoint. Et donc, un pay join, l'idée, c'est que quand je vais faire une transaction, plutôt que d'envoyer les fonds juste à une adresse, je vais aussi faire une transaction, enfin, je vais commencer ma transaction, puis je vais l'envoyer ma transaction que je suis en train de crafter, je vais l'envoyer à l'adresse d'un site web, donc le endpoint, qui m'a été communiqué par la personne qui reçoit l'argent. Et comme ça, la personne qui reçoit l'argent peut décider, si elle le veut, d'ajouter des inputs et des outputs à elle dans la transaction. Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle du coup des pay join, où en gros, typiquement, ça peut être activé sur BTCP Server, par exemple. Et donc, du coup, quand je vais aller payer sur un store BTCP, automatiquement, le BTCP Server en face, il va pouvoir mettre dans ma transaction, enfin, dans la transaction qu'on va faire ensemble, du coup, mettre un input du store qui dépense vers une autre adresse du store. Et ça permet de casser un peu les heuristiques d'analyse de chaîne classiques qui sont qu'en gros, tous les inputs dans une transaction appartiennent à la même personne, puisque là, du coup, c'est plus du tout le cas. Par contre, la problématique des pay to endpoint, c'est que on a besoin de discuter avec un serveur et on a besoin de discuter avec un serveur de manière sécurisée, donc en HTTPS. Et donc, du coup, il y a tout le tralala de HTTPS qui doit être mis en place, donc il faut des certificats, etc. Sans compter que voilà, ça amène certaines assumptions en termes de confiance aussi. Et là, donc la proposition non, j'ai mangé son nom, ça y est, alors que c'est moi qui te l'ai donné au début, quoi. Dan Good. Merci, la proposition de Dan Good. Tu vois, t'as bien fait de le noter. C'est de remplacer ça par une clé partagée en amont. Et du coup, on va chiffrer le message avec cette clé-là. Et on va pouvoir du coup l'envoyer en fait sans problème avec un endpoint qui est pas forcément sécurisé avec du HTTPS, en étant sûr que le paquet va pas être intercepté. Et donc du coup, on va pouvoir authentifier l'intégrité du message, qu'on va pouvoir être sûr que le message n'a pas été modifié entre-temps. Et donc, ça retire le besoin de passer par HTTPS. Et donc, on a quelque chose de plus simple. Et ce que ça veut dire, l'extension de ça, c'est que maintenant, on va pouvoir aussi ne plus avoir besoin de son propre serveur, puisque avec cette histoire de clé
qu'on utilise pour chiffrer nos communications et les authentifier, on peut passer sans problème par des intermédiaires, puisqu'ils peuvent plus altérer les messages. Et donc, on peut très bien passer par des relais de tierces parties. Et donc là, on pense tout de suite à Noster, par exemple. Donc, on n'a plus besoin de faire tourner soi-même un serveur si si on a envie de faire des page joins. On peut tout simplement se connecter quand on a envie de recevoir un page join à un relais, et c'est le relais qui va se charger de faire passer les messages entre nous et la personne avec qui on veut faire le page join. Voilà, je sais pas si c'est clair. J'essaie de faire ça synthétique. C'est super clair. On vous mettra évidemment les tweets en description de tous les trucs de Découvre Bitcoin. Connaissez la newsletter, le podcast. Il y a Loïc qui est venu parler. Je pense qu'il a quelque chose à dire. Ouais, salut à tous. Merci beaucoup pour le débat précédent, c'était super intéressant. Je voulais juste rajouter pour le PayJoin ce qu'il a dit Fanis. Donc effectivement, le premier objectif, c'est de tromper un observateur extérieur sur la loi empirique, la fameuse loi empirique d'analyse on-chain qu'avait déjà dit Satoshi dans le white paper sur les propriétés communes des inputs d'une transaction. Mais ça permet une seconde chose aussi, le PayJoin. C'est ça qui est très intéressant avec le PayJoin. C'est que ça permet c'est une sorte de transaction stéganographique, on pourrait dire. C'est que ça permet de tromper un observateur extérieur sur le montant réel du paiement. C'est-à-dire qu'il y a la transaction PayJoin que l'on voit et il y a le paiement réel qui est différent de la transaction que l'on voit. Et ça, c'est la seule structure de transaction qu'on connaît qui permette de faire ça, c'est-à-dire de cacher le montant réel de la transaction, et c'est vachement intéressant. Après, sur la proposition en elle-même, j'ai pas compris qu'est-ce que ça a mené par rapport à la transaction dite stowaway pour les utilisateurs de Samurai, c'est-à-dire le PayJoin là qui passe sur Soroban via les Paynim, parce que c'est un système similaire. On en parlait un petit peu avec Lounès avant. J'ai pas bien compris qu'est-ce que ça amène en plus cette proposition. Ouais, Loulou, je sais pas. Effectivement, je connais pas assez bien Stowaway pour répondre. On peut répéter la question? Qu'est-ce que ça apporte cette proposition? Qu'est-ce que ça apporte par rapport au système Stowaway qui est utilisé par Samurai, par Sparrow Wallet aujourd'hui, c'est-à-dire de faire l'échange des transactions non signées, de faire tous ces échanges sur Soroban qui est, par rapport à ce que décrivait Fanis, j'avais l'impression que c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le Paynim pour chiffrer les informations. Ça passe sur Soroban. C'est déchiffré au moment où la personne reçoit ça et on fait la transaction comme ça en s'échangeant les informations avant de diffuser la transaction finale. Donc, je comprends pas bien l'apport de ce type de proposition. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pareil, effectivement. La manière dont tu le décris, c'est peut-être un peu plus agnostique. Je pense quand même que le relais a moins regard sur ce qui passe. Après, Il a peut-être pas conscience qu'il est en train de faire qu'il est en train de faire des interactions pour une transaction, le relais. Du coup, c'est ça? Parce que ça utilise Noster derrière, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Ça peut. Il n'y a pas de. Ouais, c'est juste une manière de faire qui utilise un médium de communication, peu importe lequel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça me paraît plus agnostique. Et effectivement, il y a peut-être moins de. Après, je pense que peut-être que dans le cas de Soroban, ça passe par un serveur particulier, genre le chemin de la communication est prédéfini, alors que là, en l'occurrence, c'est diffusé. Et donc, du coup, tu designes les choses un petit peu différemment pour permettre une fusion qui soit complètement inconditionnelle pour tes relais. Et après, tu as plus de moyens de retrouver, de contourner des éventuelles obstructions à cette interaction. Je sais pas. je sais pas trop, mais il y avait quelqu'un qui proposait d'utiliser les DHT à la place, la même chose qu'il utilisé pour les hashtags. Et du coup, ça ne nécessiterait pas de relais. Enfin, du coup, ça utiliserait le DHT, mais c'est un peu comme un réseau de torrent, on va dire, mais pas besoin d'un relais en particulier. Et c'est pas complètement débile, et Dan, il connaissait pas cette solution-là. Il me semble qu'il allait regarder un petit peu dans sa réponse. Bah, de toute façon, tu choisis, entre guillemets, c'est qu'une façon de choisir comment tu décides de relayer les messages d'interaction. Soit dans le cas de Noster, tu choisis des relais à qui t'envoient tes notes et qui vont les diffuser pour ceux qui en ont envie de les recevoir. Et dans le cas des DHT, d'une certaine façon, c'est pas vraiment toi qui choisis quels sont les pairs qui vont te mettre au courant que tu es censé relayer quelque chose à quelqu'un. Mais d'une certaine façon, on essaie de distribuer le risque aussi. Et c'est juste que l'organisation est faite via une DHT
Donc elle est un peu figée par quelque chose d'un peu random, mais cryptographiquement random, alors que dans le cas de Noster, tu dois choisir des relais. Mais je comprends pas pourquoi vous parlez de. Ah si, il y a un truc Noster pour remplacer le Je, relais terme. Ouais, ok. je sais pas, c'est l'histoire de relais dont on parlait Fanny. J'ai peut-être mal. Enfin, il y a un moment, j'ai coupé là. Je sais pas si j'ai bien Non, compris. je comprenais pas pourquoi vous parliez, vous disiez que c'était agnostique de la manière dont la communication se faisait, alors que très clairement, la propos des relais turn, quoi. Ah oui, c'est ce truc-là. Ouais, c'est dont je t'avais parlé à la fin, la dernière fois, là. Ouais, je connais pas assez. Bon, comme quoi, l'entonnoir, on est au bout de la recherche là. Après 1 heure et demie de débat, nos experts sont à bout. Euh, voilà. Quelqu'un d'autre a une question sur les relais Noster? Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant sur ça, c'est qu'il y a une notion de choix de comment tu relayes finalement les messages qui permettent de faire l'interaction pour faire la transaction, quelque part. Ouais, mais est-ce que c'est ce qu'on veut sur du PayJoin? Au pire, si ton message il est pas passé, ben, au pire, tu peux pas faire ton PayJoin et tu réessayes. Ouais. Tu vois, je vois pas l'utilité de ça. Mais Après, je sais pas si faudrait que si dans je Soroban, cherche tu as la plus. possibilité d'utiliser un autre serveur que celui mis Mais par non, défaut. mais non, tu peux Donc, pas. Enfin, il me semble pas que tu puisses, mais Bah, dans tu tous peux les le cas, le message configurer, est mais il chiffré. faut. oui, oui. Ouais, voilà. Tu Oui, peux c'est le open source, configurer, donc mais tu peux le. il faut que l'autre partie utilise le même serveur que toi, quoi. Sinon, ça marche pas. Et c'est pareil pour Noster, en fait, du coup. Mais c'est avec le relais cette fois. Ouais, complètement. Et Et dans le par cas Non, de contre, il me le. semble, DHT, dans ce dans le cas de... Roban, Ouais. enfin, j'ai regardé le code vite fait, le serveur est au courant de quel payment code parle avec quel payment code. Ouais, voilà, c'est ça que je pensais. C'est que tu puisses faire des liens parce que le payment code, ton paynim à la base, on te le vend comme tu peux le dire publiquement sur Twitter, ça c'est mon paynim. Tu peux l'associer à ton identité perso parce que derrière, dans l'utilisation de BIP47, il n'y a pas de lien entre tu peux pas faire de lien entre un code de paiement donné et une transaction Bitcoin. Donc c'est peut-être ça le problème, ouais. C'est que tu puisses que celui qui voit passer le message, il voit pas c'est quoi le message, il peut pas dire c'est quelle transaction, mais il peut dire tel paynim a fait une transaction avec tel paynim et avec des données extérieures, tu peux peut-être faire un lien. Ouais, Peut-être, hein, c'est ça. c'est une Après, hypothèse, hein. à vérifier, parce que j'ai vraiment regardé le code en 3 minutes, donc ça se trouve pas du tout, mais de ce que j'ai vu, il me semblait que c'était un peu ça. Bon bah nickel. Et en Ok. petite news, qu'est-ce qu'on avait Si, on avait Kit qui est une version mobile qui est sortie, donc ça utilise All Punch. Je pense qu'on en a parlé dans d'autres vidéos, dans d'autres space où c'est prévu, c'est ça? Onès, c'est prévu sur un Space Cake? On va faire un Space Cake sur Wallpunch, les Hyperswarm, DHT, tout ça. Quand, je sais pas, mais prochain mois, quoi. Faut que je Pas me les 2 tienne au prochains. jus de ces trucs-là, moi. Ouais, Pas bah, encore moi aussi, hyper info. faut qu'on regarde un peu plus. Les 2 prochains, là, ils sont prochains mois, je pense. Et l'autre truc, Ah, c'était Damus qui était sorti. Ah, Fanny, désolé, je t'ai coupé. ouais, à préciser parce qu'effectivement, c'est important. C'est Benoît Tépin qui me faisait remarquer par DM, et je le remercie. Euh, Git n'est pas open source à proprement parler pour l'instant. Il y a AllPunch qui est le protocole sous-jacent qui est open source, mais Git, alors fact-checkez-moi, mais il me semble que je dis pas n'importe quoi. Non, Git est pas open source Non, t'as raison. l'application en elle-même, quoi. Donc voilà, c'est important de faire cette petite distinction effectivement. Et vous avez raison, ça, c'est important. Et dans les autres news, on avait Damus qui était enfin sorti ou approuvé par Apple. Donc je sais pas si ça vaut un débat sur à quel point censure, non censure ou quoi, mais bon, enfin, il y avait ça qui était cool pour ceux qui voudraient essayer Noster. Ouais, du coup, Damus, c'est l'application faite par William Kassarin. C'est un client iOS Noster qui est super bien. Franchement, il a fait du très bon boulot et ça faisait un petit moment qu'il se battait pour le faire accepter par l'App Store, qui lui ont demandé. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça la semaine dernière. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression de me répéter. Mais bon, qui avait refusé plusieurs fois d'accepter enfin, qui avait refusé le review, quoi, et qui lui demandait d'implémenter des fonctionnalités de bloc, de modération, de deletion de comptes, ce genre de choses. Et puis là, ça a été enfin accepté. Donc du coup, il y a énormément de téléchargements. En 3 jours, il y a eu 150 000 téléchargements de l'application. Beaucoup en Chine, à Hong Kong, etc. Il y a énormément de Chinois qui sont arrivés d'un coup sur le truc. Et au bout d'un jour et demi, ça a été retiré de l'App Store chinois par le censeur, quoi, demande du censeur en Chine. Du coup, Apple a retiré le truc direct. Ils sont assez rapides quand même, hein. Et
Et puis voilà, et du coup, qu'est-ce que je peux dire en plus là-dessus? Depuis que j'irai pas jusqu'à dire mainstream, mais depuis que c'est sorti, on a vu d'un coup arriver, beaucoup de monde et surtout beaucoup de spam. Donc en fait, on le voyait vraiment sur l'application, enfin sur toutes les applications, d'ailleurs. Et les relais ont pris un gros coup, la première journée, parce qu'il y a énormément de monde qui sont arrivés d'un coup. Il y a eu énormément de posts en même temps. On a fait des centaines de milliers de posts en quelques heures. Et donc du coup, les relais, ils ont un peu tanké, c'était un peu la galère, ça mettait super longtemps à charger, ils répondaient pas trop, et cetera. Donc ça sert un peu de stress test. Le store n'a pas encore vraiment été stress test. Et voilà. Et aussi, quand même, gros problème de spam. Il y a énormément de posts de spam. Du coup, sur Noster, eh ben, n'importe qui peut spammer très facilement parce qu'en fait, tu te fais une nouvelle identité, tu as juste à te générer une nouvelle paire de clés Schnorr, et puis c'est tout, quoi. Et du coup, voilà, le global feed, en ce moment, si tu vas dedans, tu vois uniquement des culs d'asiatiques ou alors des venez dans mon Telegram, quoi. Et donc du coup, ils sont en train de travailler sur comment lutter contre ce spam. Il y a déjà les systèmes de relais payants où en fait, tu dois payer un droit d'entrée de quelques milliers de satoshi pour pouvoir utiliser le relais. Et puis voilà, le petit résumé. Ouais, Fanny? Je voulais juste rebondir. Enfin bon, c'est trop cool pour Damus et pour c'est bon signe quand le CCP essaye de bannir ton appli, ça veut dire que tu fais bien les choses, a priori. Je voulais juste dire pour les copains qui sont sur Android qu'il y a Amethyst qui est pareil, est un client mobile qui marche très bien et de mieux en mieux. C'est comme Damus, on voit l'amélioration de jour en jour, qui est disponible sur le Play Store, sur F-Droid et puis même en téléchargement d'APK directement. Et voilà, bah voilà, une bonne alternative à Damus pour les gens qui n'ont pas d'iPhone. Trop cool. Tu me verras le lien, comme ça on le mettra en description. Et puis on fera sûrement un tuto très prochainement, parce que ça fait longtemps que vous me demandez When Noster. Très prochainement. Il y avait un commentaire là sous le space qui disait mais maintenant on aura plein de scams NFT chez les maximalistes. Vous êtes grands, hein, vous décidez ce que vous achetez. On n'est pas là pour vous dire d'acheter ou pas des JPEG. Que ça soit aujourd'hui ou demain, ce sera toujours la réponse de Découvre Bitcoin. Je me permets de parler pour toute l'équipe. Vous faites ce que vous voulez de votre argent tant que la transaction est valide. Écoutez les amis, j'avoue qu'il faut que j'y aille, donc je vous propose de clôturer ici ce super épisode qui à la base était complètement improvisé, hein, parce qu'on avait un peu la flemme, enfin on n'avait pas beaucoup de sujets et finalement il y a matière à dire sur Ordinal, donc on a bien fait de le faire. Merci beaucoup Gilles, Kevin, Loïc, Guillaume, Panta, Lambda et Snitchy pour votre intervention, Fanny Slounès pour le co-host comme d'habitude, à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout et tous les auditeurs qui nous suivent depuis si longtemps. Nos Patreons, merci beaucoup de nous soutenir. Et Découvre Bitcoin, mais on continue. Hein. Je vous raconte pas ce qu'on fait en background. Je préfère que vous le montrez une fois que c'est fait. Mais ça build. Donc ça, c'est cool. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, nous soutenir, faire des dons et tout le bazar. Et bisous. Au revoir. Bientôt. Salut Bisous. tout le monde. Allez l'OM. Merci, Allez, bisous. mais non, pas les Allez, l'OM. l'OM. Bye. Allez, l'OM. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!